Mais à un moment, je veux maintenant acheter les autres appartements. Les banquiers me disent que j'ai trop de crédit, ne me finance plus. Je ne comprenais pas. Salut, je suis Joël. Bienvenue sur le podcast Mes finances et moi, le podcast pour tes finances privées. Victor, le co-hosteur du podcast, et moi pensons que parler des finances privées permet de se discipliner à dépenser moins, épargner plus et mieux investir. Dans ce podcast, nous échangerons avec vous comment vous pouvez le faire vous-même sans l'aide de personne. Donc, comme je dis, je pars toujours avec un expert, quoi. Mm-hmm. C'est... Là-bas, vraiment, du moins, si tu as besoin d'experts dans tout ce que tu suis ça. Des fois, quand il y a les maisons où il y a des travaux, je pars même déjà avec un technicien, un artisan. Déjà au premier rendez-vous? Non. Au premier rendez-vous, je pars vraiment seul. Le premier rendez-vous, là, n'est pas là. Le premier rendez-vous, c'est que les chiffres sont déjà bons. C'est vraiment de l'acquisition. Faites tout comme dans la maison. Toutes les autres choses, là, quand ça vient après, c'est juste les arguments pour diminuer le prix. Parce que pour moi, quand il n'y a pas au rendez-vous, c'est que la maison est bonne. Donc, tout ce qui va me se jouer, ce n'est qu'au niveau du prix, sauf si la maison est vraiment un état bizarre. Mais donc, quand il pas là-bas, la première truc, c'est je te flatte seulement. Il n'y a pas qui se dit que tu as mon appartement, un truc, non. Quand il y a même un truc, tu me dis qu'il y a tes trucs, non, on peut arranger ça, il n'y a pas de problème. Tout ça va me servir. Quand il sait qu'on a chassé tout le monde. Quand la maison chez moi, maintenant, il te dit que oui. C'est comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, est-ce que concernant le financement, les banques, comment trouver la bonne banque? As-tu déjà des banques avec qui tu travailles ou bien ça dépend de l'objet, ça dépend de l'endroit? Comment est-ce que tu trouves les banques? Avec les banques en ligne, tout ça, comment ça? Non, les banques en ligne, tout ça, je ne fais pas. J'ai 4 banques avec qui je travaille et ce sont des gens dont on se connaît déjà, quoi. Mm-hmm. Pour certains, c'est même au niveau du tutoiement, donc il n'y a pas... Donc la relation a été... C'est ce qui se joue, oui. Ça va très vite. Si tu commences à chercher un objet aujourd'hui, du moins ça je regarde, que tu peux trouver l'objet, tu dis ok, va t'offre du financier, bon, tu crois qu'il va te chercher. Par exemple, il y a de cela, je sais pas, 2019, j'ai vu un appartement là-bas, à côté de Stuttgart, très moins cher. 45 mètres carrés à 78 000 euros, donc à moins de 2 000 euros à Stuttgart. Oui. Je cause avec le père là, je dis que ok, la maison m'intéresse. Il était prêt à me donner. Il dit que bon, ok, on fait comment avec le financement. Je dis que ok, je vais causer à ma banque lundi, je vais envoyer le financement. Il y avait un petit là, il sait pas d'où, il croit qu'il sortait de Suisse. Il dit au père là qu'il n'a pas besoin de banque, que si le père est d'accord, il aura l'argent à son compte demain. Ça, c'est la puissance de l'objet est parti. Ça, c'est la puissance de frappe. Oui, c'est comme ça. Et je suis encore parti sur un autre projet comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui est venu. Il a fait la même chose. L'objet, c'était à... Le père a vendu ça à 200 000. Mm-hmm. Il m'a arraché l'objet parce qu'il avait déjà l'argent dans son compte. Oui. Wow. Dès qu'ils sont passés chez le notaire, il m'a appelé le jour-là. Il m'a dit que si je suis intéressé par l'objet, il peut lui donner 250 000 sur ça. Mm-hmm. Oui. Du moins, c'est 250 000. Il a acheté à 200 000 plus les Nebenkosten et je devais ajouter 50 000 sur ça. Mm-hmm. Donc, pour que son bénéfice soit 50 000. Ouais. Wow. Et malgré ça, l'objet était toujours intéressant. Et c'est comme ça que j'ai pris. Donc, tu vois que des fois, quand quelqu'un est fort financièrement, aussi les avantages. Donc, il a travaillé 50 000 euros, c'est même passé, il a fait tourner son argent, comme s'il a acheté, il a revendu. Ouais. Wow, c'est intéressant ça. Donc, c'est pour ça que tu dois avoir au moins, toi qui n'as pas cette capacité, tu dois avoir au moins un financier, un papier que tu montres à la personne là que voici où la banque a dit qu'il peut me financer jusqu'à 500 000, jusqu'à 200 000. Et la banque, là, j'ai fait comment? J'habite là où j'habite là. J'habite aujourd'hui quelque part aux environs de Freiburg. Je m'en vais à ma banque ici à côté ou bien je m'en vais à la banque qui est là où le bien se trouve. Je veux dire, comment est-ce que je crée le lien à ma banque? Ou bien je m'en vais à la banque là où j'ai mon compte bancaire. Cette banque-là, je la trouve où? Bon, on conseille d'abord de partir toujours dans la banque où tu es depuis, où ton salaire passe et tu maîtrises le mieux. Mm-hmm. Tu exposes ton projet, tu as dit que je veux faire dans l'immobilier, ceci. Et comment est-ce qu'il peut faire pour... Est-ce que vous pouvez me financer? S'ils disent oui, tu dis que écrivez-moi ça sur un papier, sur un email. Mm-hmm. Oui. Ça qu'on appelle financier. Tu essaies de voir si tu écrives. Ouais. Ok. Qu'ils écrivent ça sur un email, qui sont prêts à te soutenir jusqu'à tel montant. C'est simple. Et selon ton expérience, ou bien en général, les banques, dans ce genre de choses, les banques en ligne, il ne faut même pas trop regarder, ou bien quel est ton avis? Je n'ai vraiment jamais travaillé avec les banques. Tous ces trucs-là, au début, ça peut aller. Ça c'est que peut-être, tu cherches peut-être, je sais pas, acheter ta propre maison pour vivre dedans. Ou bien tu veux seulement acheter un appartement. Tu peux aller sur les banques en ligne. Mais si tu veux scaler, quand tu veux dire qu'à un moment, je vais faire 10 appartements. Parce que moi, je suis arrivé à un moment que, comme il disait, j'ai acheté d'abord le grand frère là.
Après, je crois que j'ai acheté 3 appartements avec lui. Mais à un moment, je veux maintenant acheter les autres appartements. Les banquiers me disent que j'ai trop de crédit, ils ne me financent plus. Je ne comprenais pas. C'est comme ça que j'ai commencé à bien me former, partir dans les stamtiches, trouver un autre partenaire à Lola qui était mon mentor. Au début, moi, il travaillait, comme je vais te dire là, c'est que c'était mon mentor, mais mon travail avec lui, c'était de mettre ces trucs sur Excel. Parce qu'on parlait, on était un stamtiche, on parlait, il disait qu'il avait quoi problème Excel là. Moi, il pu venir ça pour lui. Et il y a des objets, ça, je cherchais, je faisais des choses pour lui. C'est comme ça qu'il m'a aussi donné quand même quelques de ses contacts sur les banques. Parce que sur les banques là, ils disent des fois qu'ils utilisent les tools, mais crois-moi, la relation personnelle est plus importante que tout. Parce que des fois, il y a des objets comme ça. Il y a un objet qui est financé derrière ici à 1 100 000. Presque toutes les banques derrière m'ont refusé. Il faut dire la vérité. Pas des fois qu'elles peuvent mettre là-bas, les gens croient que je ne dis jamais que c'est facile. Parce que les gens croient que c'est pas facile. On me refuse vraiment. Il faut que je trouve un partenaire qui me dit que j'ai mon ami qui est apte à le light à la tel crash pas cassé. Donne-moi le truc, je vais donner. Oui. Quand je suis arrivé chez le père là pour financer l'objet là, tous les gens me disaient que non, que c'est trop cher, c'est pas ton niveau. Du moins, tous les banquiers, non. Oui. Que tu peux venir financer un tel objet comme ça, tu n'as même pas le capital, tu n'as rien. Comment tu dis que non. Et puis là, il m'a dit que c'est le chat d'objet ce qu'il cherche. Je dis que, hey, comment tout le monde me chassait, non? Je dis que non. C'est lui qui m'a directement signé là. Que j'ai dit que mais, si c'est le genre d'objet, signe alors le truc que tu peux me financer pour jamais. C'est lui qui m'a signé 1,5 million là. Wow. Que prends, tu peux avec. Wow. Donc, et tout ça, c'est juste qu'il y avait quelqu'un qui m'a envoyé là-bas. Oui, donc le réseau aussi peut être la chose qui fait la différence avec la concurrence. Oui. Lui, il était apte à nous là, il était là-bas. Si j'avais envoyé mes dossiers comme tout le monde, tu vas partir chez un Zach Baraba terrain. Parce qu'il faut savoir comment ça fonctionne chez les banques. La plupart des banques, les gars qui sont au bas niveau là, oui. Ils ont peut-être une marge, je ne sais pas, certains c'est 400 000, 200 000, qui peuvent accepter le financement sans que son chef ne regarde. Voilà. Donc, quand lui, il prend un objet, même si ça peut passer, mais il doute. Il dit que, mais pourquoi il veut travailler sur l'objet? C'est peut-être j'envoie devant et mon chef refuse. Il refuse. Or, quand tu envoies Aptalon Lighter, c'est lui le décideur. Oui. Voilà. Et quand tu te présentes devant peu importe, que ce soit le chef ou bien que ce soit le conseiller bancaire, je ne sais pas comment on les appelle, tu viens avec de quels documents? Tu viens avec le prix de la maison, tu viens avec ton salaire, avec les fiches de paie? Non, je viens avec tout. Parce qu'il y a ce que les banques appellent, il y a ce que les banques appellent le Zebs House Conf là. Donc, j'ai déjà tous mes données là-bas. Oui. Voilà, et j'ai aussi d'autres documents où j'ai mis tous mes biens immobiliers, combien ça apporte, quelle valeur ça a, tout ça là. Donc j'ai toute la documentation. C'est une maison que j'ai. La documentation que tu as faite toi-même. Oui, moi-même. Et le GEVEB Off Conf là, c'est quoi? C'est quoi concrètement à peu près? Le GEVEB Off Conf, c'est toujours un truc que tu mets tes données personnelles, genre où tu vis, où est-ce que tu travailles, combien est-ce que tu gagnes, quelles sont tes dépenses. Donc les banques font pauchalement. Si tu vis seul, on retire 650 € pour toi, comme c'est ce que tu as besoin. Ton loyer, l'assurance de la voiture, du moins tes dépenses. Donc, pour que ça soit plus facile pour la banque. Donc, du moins, quand je pars, je rends le travail le plus simple à la banque. Je fais tout, du moins, je connais ce qu'ils ont besoin. Si c'est pour une maison, j'ai tous les documents dont ils ont besoin au moins pour prendre la première décision, pour savoir s'ils vont financer ou pas. C'est qu'elle dit que, OK, on peut s'imaginer financer cet objet où je viens maintenant avec tous les autres trucs. Les autres trucs, c'est quoi, par exemple? Du moins, là, ils vont te demander de venir, par exemple, avec le truc au cadastre. Parce que pour qu'ils financent, c'est quoi? Ils ont vraiment besoin de l'adresse, de la superficie de la maison, de la superficie. Si c'est en location, quel soit le loyer, l'année dans laquelle on a construit la maison, est-ce qu'il y a eu les rénovations? Quand est-ce qu'il y a eu les rénovations? Ils ont besoin de ces informations. Ils ont besoin de ça. Mais après, maintenant, pour vraiment te financer, ils ont besoin de tout, le cadastre, le plan de la maison. Ils ont vraiment besoin de beaucoup d'autres choses. Mais ça vient déjà en quelque sorte à la deuxième étape. Là ils pensent que bon, OK. Mais quels sont ceux qui vont financer? Là, peut-être te dit que, OK, pour qu'on finance ton objet, on a besoin de tout ceci là. Le cadastre pour savoir vraiment qu'est-ce qui vend la maison, par exemple. Et c'est à ce niveau-là que si tu rentres. Tu dis que tu as 5 appartements dedans. C'est à ce niveau que tu rentres chez le vendeur pour lui dire que bon, donne-moi un document ou bien il t'a donné ça avant. Ne m'a donné tout ça d'abord. Ah, OK. Du coup, avec vendeur, quand on est tombé d'accord sur le prix, quand j'ai tout, je dis que bon, pour que on fasse le termine chez le notaire, pour qu'on prenne le rendez-vous chez le notaire, j'ai besoin de tous ces documents-ci là pour pouvoir financer la maison. Et il m'envoie ça. Et parallèlement, du moins,
Bref, moi, je parle ça pour quelqu'un qui commence. Moi, j'ai déjà mon banquier qui travaille. Donc, même si tout à l'heure, là, si je passe sur ImoScott, je vois un objet, j'envoie seulement le lien. Il clique sur comme ça, là. Il a son tools. Il calcule directement. Il me dit que le prix est bon. Il m'envoie le financement. Donc, c'est à ce niveau-là que chacun doit arriver quand tu veux vraiment faire. Ouais. Trouver un banquier comme ça qui est prêt à t'accompagner. Parce que sans ça, c'est un peu ça qui font ça avec la banque. Si tu n'as pas un banquier comme ça, il faut oublier. Un banquier, 2 banquiers, 3 banquiers. Il faut avoir plusieurs. Moi, j'ai un banquier que c'est quand c'est plus de 500 000 euros, il sait que c'est lui qui fait ça. J'ai un banquier qui aime les objets de 100 000 euros. Ah, ok. Les gens qui n'aiment pas prendre trop de risques. Oui, j'ai des banquiers comme ça. Là. Du moins, actuellement, j'ai 4. Ouais. Et maintenant, quand tu as le financement, maintenant, la banque t'a donné le financement, voilà, le OK du financement. Maintenant, tu dois aller chez le notaire. Comment ça se passe avec le notaire? Comment tu appelles un notaire au hasard pour dire que bon, je veux un truc? Bon, comment ça se passe? La plupart du temps, normalement, si un courtier, c'est souvent le courtier qui organise le notaire. Voilà, le courtier cherche un notaire et il prend rendez-vous pour cela. Et le notaire, lui, il va t'envoyer, il va te demander ta pièce d'identité pour t'identifier. Et lui va faire le contrat de vente. Et selon la loi, il doit t'envoyer ça 14 jours avant le jour de signature. Et toi, tu as ton devoir maintenant de lire et d'apporter des modifications. Ah, tu peux apporter des modifications. Il faut toujours ne pas... Oui. Il faut toujours mettre en tête que c'est toi qui paies le notaire. Donc même si c'est n'importe qui a cherché ça, c'est toi qui as le dernier mot à dire là-bas. Parce qu'il travaille en réalité pour toi. Ok. Voilà. Donc tu peux maintenant dire que... Bon, il y a peut-être d'autres artistes que je ne veux pas dire ici là parce que bon, ça peut... Que moi j'apporte toujours sur ça parce que c'est très très important quand tu veux dire Scalion. Ok. Que j'apporte sur... Ce sont les trucs standards que je mets toujours dedans. Ah, ok. Donc... Mais sinon, le contrat du notaire, c'est un truc standard. Donc, il t'envoie, tu lis, tu vois si toutes les données sont bonnes, ça passe. Et le plus important là-bas, c'est à partir de quand est-ce que tu dois virer l'argent. Parce qu'il te donne toujours un deadline, il te dit que peut-être tu as 30 jours après la signature du contrat pour que l'argent soit dans le compte du vendeur. Et pour cela, il te faut naturellement donc, il faut que toi, tu as le OK du banquier. Oui, il faut que tu aies le OK du banquier et que tu es sûr que jusqu'à cette période-là, ça, parce qu'on va te dire que si après ça, c'est maintenant 8% de taux d'intérêt que tu dois payer pour du dédommagement. Wow. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'avant de faire le contrat chez le notaire, normalement, tu fais d'abord le contrat chez le truc, à la banque. Et maintenant, tu sais que chez la banque, tu as tous tes 14 jours pour annuler le contrat. Et maintenant, tu passes chez le notaire. Parce que le problème avec le notaire, c'est que tu peux signer le contrat chez le notaire. Pour annuler encore ce contrat, c'est pas facile. Non seulement tu vas d'abord payer le même montant que tu avais payé pour signer, pour qu'il annule encore cela. Voilà. Et tu peux dédommager, et le vendeur peut demander qu'on le dédommage puisque tu... Oui, le vendeur peut demander que tu dédommages. Bon, c'est vrai que juridiquement, il sera difficile qu'il décide de dire que... si ça arrive devant un juge, je pense que ça très difficile parce que en Allemagne, quand même, on va te dire qu'il n'y a pas de contrat qu'on peut pas s'en défaire. Voilà. Non, je veux dire, le problème n'est pas de défaire le contrat, mais de dire le vendeur peut dire que mais normalement, j'étais là prêt à te vendre la maison, tu m'as fait chasser d'autres potentiels acheteurs, et voilà, tu me fais commencer tout à zéro, je veux un dédommagement, tu vois ce que je veux dire? Oui, il peut dire ça. Je pense qu'il peut dire, mais je suis du côté que si ça, ils peuvent essayer de dire, mais quand ça arrive vraiment devant un juge, ça va être difficile. Pour qu'on détermine même combien tu vas dédommager, il explique ça. Je sais pas, je pense quand même que juridiquement, c'est compliqué. Mais quoi, c'est un truc de 50-50. Ça dépend de quel juge qui est devant vous. Mais ça ne vaut pas la peine de faire ça. Donc, mieux, tu fais les choses comme ça se doit. Tu signes ton contrat chez la banque. Tu sais que 14 jours avant, tu pars sur le truc, tu signes. Si c'est bon, maintenant, tu sais que l'argent va arriver, c'est propre et chacun est tranquille. Et puis, tu as dit que tu investis à Stuttgart et environ. Mais en dehors de Stuttgart, bien sûr, il y a des opportunités partout au monde. Quelle est, d'après ton expérience, mais d'après ce que tu entends, ou dans quelle ville il y a encore aujourd'hui les opportunités, quoi, là où quelqu'un peut décider de se lancer comme ça? Moi, c'est que les gens lancent actuellement dans le Ruhrgebiet. C'est ça le secteur encore où il y a une masse
d'habitants élevés et où les objets sont encore relativement moins chers. Ouais, dans le Ruhrgebiet, beaucoup de gens partent maintenant déjà vers l'est de l'Allemagne là-bas, Leipzig. Bon, Leipzig, c'est déjà devenu très cher. Chemnitz, c'est aussi un secteur où les gens partent beaucoup. Ouais, du moins, moi, je dis aux gens que tu peux investir dans ce qu'on appelle dans le langage immobilier les B-Lags. C'est-à-dire, en dehors des grandes métropoles, là, les villes comme Kaiserslautern, peut-être Rüsselsheim, Dortmund, voilà, tu peux investir là-bas. Et il faut aussi dire, c'est toujours une question de rentabilité. Tu parlais d'investissement, ils connaissent même des gens qui sont tellement riches dans l'immobilier, à Pirmasens, où tout le monde insulte. Oui, ça dépend toujours. Est-ce que j'ai un bon appartement là-bas? Parce qu'il y a un père là, il dit toujours que même à Pirmasens, il y a des gens qui veulent toujours vivre à Pirmasens et pour rien au monde, ils vont quitter Ça, Pirmasens. c'est clair. La seule question que tu dois te poser, c'est que est-ce que s'il y a 10 appartements à Pirmasens qu'on met en location, est-ce que c'est ma part qu'on va choisir? Je vois. Si tu pars par exemple à Pirmasens, tu me dis que je vais acheter des maisons de Tivati-Mavono à Intimavono, je vais te dire que mon frère, ça va être très difficile. Parce que Tivati-Mavono sont versés sur le net à Pirmasens. Si tu me dis que j'ai un film Timavono, là, ce sont les maisons que les gens cherchent, ils ne trouvent même pas. Wow. Donc, c'est ça que chacun doit connaître son marché. Oh, à Shulka, si tu as un Timavono, Tivati-Mavono, c'est le jackpot. Donc, ça veut dire que Donc, chaque région à peu près a les petits quoi, types d'immobilier là où les gens cherchent. Quoi. Donc, il n'y a pas une règle standard pour dire que, OK, oui. je vais prendre un appartement, je vais prendre un truc à 2 chambres, 3 chambres. Donc, tu dois toujours regarder de manière très locale qu'est-ce que les gens veulent. Oui, qu'est-ce que les gens cherchent et quel est même le prix. Parce que si tu as un appartement, par exemple, que tu as une rentabilité, c'est pas peut-être 10% de rendite. Tu essaies de faire tes calculs simples. Bon, quelle est d'abord la probabilité que ma maison reste vide? Si par exemple je prends un appartement, je dois seulement payer peut-être, c'est pas 300 € par mois à la banque. Mais c'est que quand l'appartement c'est en location, c'est peut-être 600 €. Tu calcules que bon, ça veut dire que peut-être par an, si ma maison est déjà louée seulement 6 mois, ça suffit déjà pour gérer mes traites à la banque. Peut-être que la probabilité que ma maison soit moins de 6 mois occupée. Ça me à chacun de voir par rapport à son marché, ses réalités, par rapport à ce qu'il cherche. Voilà. Wow, c'est pas une évidence. J'apprends beaucoup de choses ici. Parce que sur l'immobilier, moi, personnellement, j'ai beaucoup lu. Mais je comprends, je dis encore que c'est vraiment un business qu'il faut s'élancer, quoi. Si tu ne restes pas à distance, Non, il faut travailler. Les gens, c'est pas, du moins c'est au début. Mais du moins, moi, je conseille l'immobilier. Pourquoi? Simplement parce que je pense que c'est pas un business où tu as besoin d'une genre d'intelligence. Quand tu dis que Elon Musk a fait un truc comme ça, toi, tu sens que mon frère, même si on me donne 3 vies, je ne vais pas faire ça. Mais sur l'immobilier, quand même, c'est sur les calculs de maternelle. Donc, tu sais que c'est facile. Et tu peux faire ça. Moi, je fais ça par rapport à une vie de famille, par rapport à mon boulot. Je ne pense pas que je travaille un genre là que non. Je lis sur les gens disent que je travaille 18 heures de temps par jour. Moi, je ne suis pas comme ça. Donc, c'est ça que je dis aux Camerounais que faites ça, même si tu veux investir au pays. Le crédit est tellement accessible à l'heure actuelle. Ça, c'est vrai. Et comme tu as fait dans l'introduction, en Allemagne, c'est quand même incroyable de voir que par rapport à la masse financière qu'il y a en Allemagne, le revenu moyen, le nombre de gens qui vivent encore en location. Donc, ça, c'est une opportunité pour nous. Voilà. Et nous on a gagné le contexte que le patin ne vivait pas en location. C'est chez les Blancs que nous comprenons les trucs là. On a une autre culture par rapport à cela. Voilà. Donc, on peut profiter. Et nous, on a une communauté quand même, du moins, moi, mon entourage, je crois que c'est sur le tien. C'est quand même les gens qui sont déjà quand même au moins dans la classe moyenne. Ça, c'est vrai. Au moins dans la classe moyenne. Et c'est une force de frappe que. Imagine que chaque Camerounais, moi, je dis chaque Camerounais doit avoir au moins 1 million d'euros de crédit dans l'immobilier. Moi, c'est mon motto là-bas. Moi, c'est mon motto. Et c'est facile. Et j'ai dit ça, c'est 3 ans maxi. Tu as ça. Et tu as ce temps. Et tu peux même investir au pays si tu veux. Tu pars. Je conseille par exemple, j'ai juste une parenthèse avec mon bic là, qui me dit qu'aujourd'hui, qu'il a bien fait, c'est oui, ça. Maintenant, c'est la période de rapatrier l'argent au Cameroun. Et donc, c'est ça que je dis. Parce que même quand je cause à les gens, des fois, il y a les petits qui viennent me voir, ils ont souvent un problème que. Ils ont fini l'école, ils sont partis prendre 50 000, 70 000 € de crédit, de consommation pour aller investir au pays. Moi, je leur dis, c'est une erreur très grave. C'est une erreur très, très grave. Parce que grâce à l'immobilier, si tu as déjà, par exemple, il y a ce qu'on appelle le Blanco Darlehen. Le Blanco Darlehen, c'est un peu comme le crédit qu'on te donne pour ouvrir ta maison. L'avantage sur ça, c'est qu'on te donne ça sans hypothèque sur une maison. Donc, et on ne te dit pas que tu passes match à banque, tu coquilles.
je veux rénover ma maison, j'ai besoin de 50 000 euros. Tu vois, la plupart des banques pas jusqu'à 50 000 euros. Ils te donnent ça. On ne peut pas te dire que ceux qui sont un peu stricts, on te dit peut-être envoie les photos. Mais sinon, on ne te demande même pas rien. Et maintenant, et les banques, on te donne ça aux conditions des emprunts d'un bien immobilier. Parce que tu sais que le consomme crédit, peut-être si tu prends par exemple un consomme crédit, peut-être ça va 50 000 euros, peut-être on va te demander 5% à rembourser dans 3 ans. Oh, imagine quelqu'un qui va maintenant prendre 50 000 euros, lui dit qu'il va payer 1,5% à rembourser dans 10 ans. Vous partez faire le même business. L'avantage que la situation est grave. Voilà, ça qui dit que commencer d'abord sur ça, après vous partez au C'est là où Cameroun. je dis que c'est important parce que ça permet au moins que nous aussi on commence à comprendre comment l'argent fonctionne. Tu vois un peu ce que je veux dire. Je crois que Oui, c'est le déficit que beaucoup n'ont pas. Tu vois un peu, non? Donc, on n'essaie pas de comprendre le système, comment l'argent fonctionne. Tu as donné un exemple très important là. La différence entre 2 ans de crédit et quelle marge de manœuvre. Tu vois, avec 50 000, juste ce que le problème est posé différemment. Tu vois un peu, non? Tu es dans 2 conditions oui, différentes et qui font déjà, en termes d'intérêt que tu payes, une grande différence. Ça, oui. il faut, voilà. Tu vois, les gens, ils te disent qu'il a quelque chose sa maison, il a pris le crédit, il va rembourser le crédit, mais la maison n'est pas encore finie. Aussi, il a pris le même crédit dans 10 ans. Je crois que dans 10 ans, au moins, sa Ça a maison, fini. c'est fini. Il aura moins de stress, il paiera moins de taux d'intérêt. Donc, moi, je pense que le seul problème, c'est vrai que je n'aime pas souvent donner les justifications. Je pense que l'un des problèmes que nous on a dans notre communauté, c'est qu'on est dans un système. Des fois, on refuse de comprendre le système. Pourtant, on peut mieux comprendre le système. C'est-à-dire, les gens comme nous, on est venu au pays, ça a 20 ans. Mais on pense qu'on maîtrise au Cameroun plus que l'Allemagne. Pourtant, on a quitté le Cameroun, on a seulement le bac. On n'a même pas vendu les archives sur la tête. Mais on croit que peut-être on maîtrise le business au Cameroun plus qu'en Allemagne. Donc, c'est ça que les gens maîtrisent le business. Ça. Quand tu maîtrises ça, tu peux aller faire au Cameroun. C'est vrai aussi que tu peux faire parallèlement. Il ne faut pas que les gens disent que j'ai dit que l'immobilier. Non. Non, c'est clair. Et non, je pense que c'est important que ça rentre dans tout ça, qu'il faut apprendre à maîtriser comment ça fonctionne là où on vit. Comme tu as dit, on a quitté ça à 20 Ouais. ans. À 20 ans, très peu de personnes d'entre nous avaient une expérience de vie au Cameroun. On est devenu adulte ici. C'est ici qu'on est devenu adulte. Tu viens d'un pays, c'est ta première garde, c'est même ici que tu connais. C'est ça que tu fais ton premier boulot, ton premier salaire, tu étudies ça, mais tu dis que non, tu maîtrises au Cameroun parce qu'on t'a dit que tu es né là-bas. Arrête ça. Arrête ça. C'est ça que moi j'aime Philippe Simon. Parce que là, maintenant, il nous permet aussi de voir. Parce que beaucoup de gens sont partis, ils ont fait l'agriculture, ils ont fait l'élevage, ils ont échoué. Parce qu'ils n'avaient aucune formation. Chacun croyait que non, comme je suis ingénieur, il peut faire l'agriculture. Oui. Ça c'est vrai. Moi, Et ici même, ce n'est même pas compliqué de comprendre ces choses-là. Parce que je dis toujours, le gars en banque entre guillemets, qui te vend un produit, très souvent, même il n'a pas de bac. Il a juste peut-être un niveau que ça avait, il a fait une formation de 2-3 ans. Je veux dire, le premier gars, tu vois, c'est peut-être son chef qui a un bac qui a fait les études, mais le premier gars que tu rencontres généralement dans ce genre de choses-là, c'est un gars qui n'a pas de bac. Et je me dis toujours que si ce gars peut comprendre ce qu'il me vend là, pourquoi moi je ne peux pas comprendre? Oui, il faut dire. Tu vois un peu. Et c'est ça qu'elle dit aussi que même quand tu fais business là, il faut ancrer dans la communauté allemande dans laquelle tu vis. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier, c'était qu'un appartement par an. C'était pas vraiment un petit truc. Si quand j'arrive à Stuttgart, je commence à partir dans les Stammtisch. Je vois un petit, il me dit que il est là, gars, Arbeiter. Il a peut-être 25 ans. Je me dis que, mais quand si, niveau intellectuel, il est bas que toi. Niveau salaire, il est plus moins que toi. Il va te dire qu'il a 30 appartements. Je dis, mais tu as fait comment? Il a si pas à la banque, il prend le crédit, non? Je dis, mais tu prends le crédit comment? J'essaie un peu de creuser pour qu'il me dise que il a hérité peut-être 100 000 euros de son père quelque part. Le gars me dit que non. Et c'est avec le temps que je vois que c'est facile. Et moi, comme je dis toujours, sur l'immobilier, je suis vraiment trop paresseux. Parce que les gars qui ont commencé avec moi, qui voulaient vraiment. Et j'ai dit que ce qui m'a tué, c'est que peut-être c'est ma condition d'ingénieur. C'est qui me dit que, ok, mon salaire d'ingénieur me permet d'aller vite. Donc je ne rêve pas trop. Il y a des gens qui, peut-être qu'un gars, par exemple, il est là, il travaille des trucs un peu difficiles là. Son rêve, c'est de quitter là-bas. Ça fait qu'il donne tout pour quitter. Oh, moi, je n'ai pas un rêve, j'ai pas un boulot qui m'énerve, que je dis que non, il faut que j'arrête ça. Je vois un peu. Donc, Voilà. oui, je veux dire, tu as un certain confort que tu n'es pas. Tu ne sens pas la pression de le quitter aussitôt. Oui, je ne vois pas un truc qui me dit que c'est pour ça que je ne veux pas vendre. Parce que quand tu vas sur les trucs sur net, on dit que financièrement libre, 3 jours, tu quittes dans ton boulot, les trucs bizarres comme ça là. Moi, je dis pas ça aux gens. Non. Non, mais après, tu sais que c'est aussi, les gens aiment entendre ça, hein, que voilà quoi. Bon, c'est aussi le marketing. Et les gens aiment bien entendre ça et ça permet d'attirer l'attention. Et entre guillemets, malheureusement, beaucoup de gens aussi tombent dans cette piège-là. Et parce que c'est que l'être humain est. L'être par défaut, je pense que l'être humain n'aime pas faire les efforts. Donc, du coup, quand quelqu'un voit que je peux quitter mon boulot après 3 jours,
Je te demande Oui, d'avoir écouté l'affaire là, en réfléchir. Ok, oh, ben, oui, c'est comme ça. Bon, moi, mais j'ai fait ça, même les ML. Moi, mais j'ai fait beaucoup de choses au pays. J'ai gaspillé l'argent dans les LMM, les trucs, les multi-level marketing là. J'ai fait les like on est, les trucs qu'on appelle encore ça. On a fait les choses au pays ici. après, je veux dire, on fait les erreurs, ça pas, c'est la vie. Je veux dire, Oui, c'est une bonne c'est une chose, moi, bonne mais chose. pense. Moi, je dis toujours que s'il fallait recommencer mes erreurs, je voudrais les refaire, mais plus vite. Tu vois, bien, Oui, j'aurais fait les erreurs que j'ai fait aujourd'hui, mais plus vite. Peut-être quand il y avait même un décalage, même de 5 ans, c'est possible. Ça m'aurait permis de vite apprendre beaucoup de choses. Donc, on va un peu revenir oui. toujours sur l'immobilier là. Maintenant, supposons, OK, voilà, j'ai réussi à trouver un bon deal que je pense acceptable. Est-ce qu'il y a des assurances que je dois prendre pour protéger je veux dire, mon immobilier d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a des choses que je dois considérer comme... Bon, ça dépend. Si c'est que tu achètes juste un appartement, en réalité, tu n'as pas besoin de prendre une assurance parce que le gestionnaire de copropriété prend, du moins en Allemagne, il y a d'abord ce qu'on appelle le Wohngebäudeversicherung qui est obligé. Du moins pour protéger la maison, si ça s'écroule, s'il y a incendie, des trucs comme ça là. Donc, c'est un peu comme la voiture, c'est obligé. Il y a aussi ce qu'on appelle le Haftpflichtversicherung pour la maison, qui n'est pas obligé, mais du moins, tous les copropriétés prennent déjà ça. Donc, ce sont les deux assurances que tu dois avoir. Du moins, si tu achètes ta maison, que tu achètes plutôt la maison et non l'appartement, ce sont les assurances que tu dois avoir. C'est une obligation même. Donc, c'est pas qu'il y a un débat sur ça. C'est ces trucs-là que tu dois avoir. Et maintenant, si tu veux, il y a les gens qui prennent encore d'autres. Tu peux prendre toutes les assurances, tu sais, les assureurs, ils vendent tout. Il y a les assurances que tu peux dire que si ma maison est vide, vous me payez. Maintenant, c'est toi qui calcules s'il y a la rentabilité sur ça. Et les assurances qui disent que si tu as un problème avec le locataire, parce que ça, c'est un autre problème, peut-être qu'on va parler des risques sur l'immobilier. Si tu as un problème avec le locataire, nous, on prend ça. Il y a toutes ces assurances qui existent. Maintenant, c'est à chacun de voir maintenant est-ce que ça vaut la peine ou pas. Mais les deux assurances, le Wohngebäudeversicherung et le Haftpflichtversicherung, c'est un truc que. Du moins, le Wohngebäudeversicherung, c'est une obligation. Maintenant, le Haftpflicht, c'est pas une obligation, mais c'est déjà quand si quelque chose tombe sur ta maison, tu connais le pays, sinon ça tombe sur la tête de quelqu'un qui passe. Et comme ça coûte aussi, moi, des fois, j'ai une grande maison, ça coûte 30 € par an. Donc, si tu le prends pour aussi ça, c'est un C'est peu. aussi, voilà. Comme les Allemands disent, c'est un gros parler si Ouais. donc. Et j'ai une question, hein. Je suis locataire, mais bon, je me rappelle plus si mon bailleur m'avait fait ça, mais mon bailleur précédent m'avait demandé si j'avais un privat Haftpflicht versicherung. Et ce qui je m'étonnais, c'est que dans le contrat qu'il me proposait, je payais déjà, je crois que c'était une maison avec 2 appartements, et je partageais ce privat Haftpflicht versicherung là avec bon, ma part était divisée en deux, quoi. Et la question que je me posais, mais pourquoi il me demande si le privat Haftpflicht versicherung si c'est déjà moi-même dans le loyer, je paye? Je sais pas, de ton point de vue, peut-être je comprends pas bien la chose. Quelle est Bon, l'importance? moi-même, j'essaie d'exiger ça aux gens. Du moins, c'est qu'il y a des choses, il y a des dégâts que tu peux créer dans la maison où l'assurance dit que qui se désengage. Oui, c'est ce qu'on appelle souvent ça. C'est vrai que dans certaines assurances, tu peux déjà inclure, c'est ce qu'on appelle le groupe Fahrlässigkeit. Par exemple, je sais pas, tu es sous, tu allumes la cigarette, ça brûle la maison. L'assurance peut pas, si tu n'as pas le groupe Fahrlässigkeit dans ton assurance, peut se désengager. Là, maintenant, c'est le locataire qui a créé cela qui est responsable. Et lorsque tu as acheté ta maison, comment est-ce que, bon, c'est un calcul qu'on fait avant l'achat, mais comment est-ce que tu mets le budget pour les réparations, les imprévus? Comment est-ce que quelqu'un qui se lance devrait faire ces calculs-là? Bon, ça dépend. Il y a certains qui disent que tu dois mettre 1 € par mètre carré, par mètre carré. Du moins, si tu achètes un appartement, s'il y a les travaux, donc c'est ça qu'on regarde le protocole là. Parce que dans le protocole, on met l'argent pour dire que s'il arrive demain qu'il y a un problème, on va prendre l'argent dans la caisse là pour pouvoir réparer. Donc, si tu achètes dans une maison, par exemple, tu vois que ok, le toit est bien, le chauffage, voilà les trucs qui prennent vraiment les dépenses. Ça veut dire que là, même s'il y a les dépenses qui viennent payer pour réparer, ça se garde. Peut-être toi, tu vas 102 500 €. Maintenant, tu dois voir sur ton budget. Soit tu peux dire que je mets de côté, soit tu peux dire que, du moins, par rapport à mes revenus, si y a un problème, on me dit que je pèse 1000 € n'importe quand, je suis capable de prendre, d'avoir 1000 €. Maintenant, dans ton appartement, ce qui t'engage seul, il y a par exemple l'électricité. Tu dois regarder l'état de l'électricité. Est-ce que l'état de l'électricité aussi est encore bien? Parce que voilà les dépenses qui coûtent cher. Et les fenêtres. Si tout ça c'est bien, maintenant il y a les petits trucs qui peuvent arriver. Tu vois que tu peux imaginer en disant que, ok, du moins si c'est un appartement, tu n'as pas vraiment grande chose. Hein. Les choses peuvent arriver que tu dois payer 500 €, 300 €, mais moi je ne conseille pas à quelqu'un de mettre vraiment un budget pour ça, parce que le budget, tu as besoin de ça pour
pour scaler, pour acheter rapidement. Bon, maintenant, si tu as une grande maison, que ça t'appartient seul, moi, je ne mets pas l'argent principalement de côté, parce que moi, je sais que s'il arrive même que demain, j'ai subitement besoin de 30 000 euros, je connais au moins 2 petites banques qui peuvent prendre rapidement 30 000 euros sur ça pour investir dans la maison. Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais sinon, il faut quand même que chacun ait la marge. C'est-à-dire que soit, tu peux passer, non? Il faut avoir la marge, soit, tu sais que par rapport à mes revenus, si en prenant 2 000 euros, je peux avoir 2 000 euros facilement. Si tu sais que tu n'as pas ça, là, tu fais économiser ça. Oui, mais pour un appartement, je trouve que il n'y a vraiment pas trop de grands risques. L'appartement, les gens ont souvent un fantasme sur l'immobilier, mais c'est quand tu as toute la maison que c'est un problème. Mais quand c'est vraiment les gros appartements et que vous avez la firme qui fait les gestionnaires de biens là, c'est très important de regarder qu'est-ce qu'il y a dans la caisse à l'instant où on achète la maison. Et par rapport à qu'est-ce qu'ils ont écrit, est-ce qu'ils ont des travaux à faire? Parce que si demain on dit que on veut refaire par exemple le chauffage et que toi tu dois donner 5 000 euros, quand tu envoies la lettre comme ça, il te donne peut-être 2 mois que tu dois donner. Et quand tu ne donnes pas ça, ils sont capables directement d'envoyer ta maison dans la vente aux enchères, quoi. Ils ont le droit là. Donc là, il faut faire très attention. Et concernant les réparations qui concernent seulement ton appartement ou bien tes appartements, comment est-ce que tu as déjà ton équipe de gars, de handwerk, d'ouvriers là, quand il y a un souci que bon, c'est parce que il a dit qu'appelle dit que c'est pas quoi, l'eau ne coule pas chez lui, si tu appelles, il va, ou bien comment est-ce que toi tu gères ça aujourd'hui? Bon, ou bien tu fais toi-même? Du moins, non, je ne fais pas moi-même. Du moins, ici là, j'ai quelques gens que je connais qui font ça, mais c'est une équipe que je suis en train de constituer, quoi. C'est pas comme si j'avais tué les gens là. Parce que même sur ça, les gens tuent les fantasmes. Je n'avais pas les gens là à l'époque. Oui, parce que j'ai par exemple mes 2 appartements que j'ai reçus ça. Bon, là-bas, j'ai l'entreprise, c'est toute l'entreprise du gang qui m'a vendu ça. Il y a ce qu'on appelle le Mietverwaltung. Donc, quand tu as un appartement, tu peux encore payer quelqu'un c'est lui qui se gère de tout. De là, même avec le locataire, tu n'as plus rien à voir. Donc, si le locataire a un problème, c'est la firme que le locataire paye. Si tu as n'importe quoi, si le locataire sort, c'est elle qui cherche et toi, tu le payes pour ça. Donc, si c'est que tu as un appartement qui est loin, c'est ce que tu peux faire. Et maintenant, si tu as un appartement, si tu as peut-être les maisons, soit si tu as une maison qui t'appartient, soit tu as un Hausverwaltung qui te gère tout ça. Et le Hausverwaltung, maintenant, quand il y a un problème, c'est eux qui cherchent le technicien, quoi. Et si c'est la maison même à côté de toi et que tu penses que non, je ne veux pas donner 30 euros à une firme qui va me faire ce qu'on appelle le Mietverwaltung, qui va gérer moi-même. C'est à toi maintenant de voir est-ce que tu peux gérer les nerfs des locataires. Parce que quand le locataire t'appelle, il te dit que bon, je sais pas, j'ai le robinet là qui fait un jar là. Bon, moi j'ai d'abord mes trucs standards. Quand tu m'appelles d'abord, je ne suis même pas d'abord en Allemagne d'abord. Donc, je suis toujours Unterwegs, d'abord, c'est d'abord la réponse standard d'abord. Ça, c'est pour avoir au moins sur la tête. C'est pas comme quand tu me dis ça, je ne fais rien, mais c'est pour réfléchir d'abord. Parce que le locataire qui t'appelle comme ça, il veut que toi-même tu es locataire, c'est normal. Je ne peux pas payer ta maison, j'ai un problème, tu me dis que. Voilà. Bon, je lui dis que bon, actuellement là, je ne peux pas te trouver quelqu'un rapidement là. Mais si tu connais quelqu'un qui peut faire ça, ou bien tu peux trouver quelqu'un rapidement, la personne vient et il écrit la facture à mon nom. Je paye. Puisque c'est le locataire lui-même, de fois, il a besoin que le problème soit résolu. Il se met sur le net, lui-même il cherche. Et après le net, juste même devient trop facile. Tu tapes seulement sur le client, tu as besoin de quelqu'un pour telle chose. Il y a 5 personnes qui vont se mettre. Tu prends un, tu ne sais pas faire, tu payes. Sauf quand c'est très compliqué. Mais sinon, quand c'est un appartement, vraiment, il y a quoi? Chez moi, par exemple, lorsque j'ai un souci, j'appelle mon bailleur et j'ai remarqué qu'il envoie toujours les mêmes personnes. Donc, je me suis dit que peut-être ils avaient un contrat, je ne les connais pas, mais ce sont toujours les mêmes personnes qui viennent réparer quelque chose. Peu importe que ça soit, par exemple, la dernière fois, c'était les rideaux là qui s'étaient cassés. Avant ça, c'était quoi? Avant ça, c'était... Il y avait le pot de douche, là, il y avait un problème avec les pots des toilettes. Il y avait un problème, là. C'est tous les mêmes gens. Je me suis dit que, bon, peut-être, bon, ils ont un contrat avec lui. Je ne sais pas, c'est ça qu'il demandait. Ou bien c'est son réseau d'ouvriers, ou bien de trucs qui a réussi à créer le temps pour gérer ces réparations-là. Bon, la plupart des gens, quand ils sont à un certain niveau, ils ont déjà constitué les équipes. Parce que quand tu as plusieurs appartements,
quand les choses se gâtent, tu appelles quelqu'un. C'est comme ça tu as son contact, non? Et c'est comme ça que tu crées ton réseau. Donc, le réseau se crée aussi avec le temps. Et peut-être les allos aussi, que ce soit les allos, peut-être quelqu'un qui est par exemple né à Stuttgart, il a grandi à Stuttgart. Il a toujours un voisin qui connaissait faire ceci, il a toujours ceci qui connaissait faire ceci. Donc, dès qu'il a un truc, sait que le père s'il fait ceci, il envoie. Bon, moi, c'est que c'est à Stuttgart, il connaît déjà les gens qui peuvent faire que c'est l'eau, c'est que lui peut faire ça, il veut l'envoyer, c'est que c'est peut-être tel peut faire. C'est comme ça. Et tout ça se construit facilement. C'est pas un truc très compliqué. Et tu vas aux réunions tu veux dire, pour là où les appartements, là où tu es, tu vas aux réunions des propriétaires, ou bien tu dis que bon, Bon, tu attends ton rapport. Je pars là-bas seulement. Je pense qu'elle part là-bas, c'est tout juste pour chercher les appartements. Ce n'est pas pour. Sauf si j'ai vraiment un truc compliqué à dire là-bas. Du moment quand elle part là-bas, je me présente toujours, je dis seulement que bon, quand il y a des gens qui se plaignent, je dis que bon, si quelqu'un voit que son appartement énerve bien qu'il ne veut pas, moi je peux bien prendre sa gaine et voilà. Tu es toujours prêt à acheter. C'est tout ce que je dis là-bas. Je dis qu'il va acheter. Mais sinon, moi j'attends qu'on m'envoie ça, je lis. Même si j'ai mes propositions, je les envoie d'abord. Ouais, mais sinon, tu peux partir si tu veux, mais je ne trouve pas que ce sont des trucs qui sont assez importants. Qui sont trop nécessaires. Ouais, c'est pas trop important. Parce que après, on va envoyer tout ça aux gens. Sauf si parce qu'avant de faire la réunion de copropriétaire, on vous envoie d'abord l'agenda. On va discuter de ceci, de ceci, de ceci, de ceci. Donc, tu peux, avant de, il y a même déjà des trucs on appelle ça quoi? C'est l'ordonnance. Le fallmark, on appelle même ça en français. C'est vraiment ça. Fallmark, comment on appelle? Du moins, tu peux donner que quelqu'un vote pour toi sur un point. Ou bien tu peux y envoyer, dire que, ok, sur tel point, je vote contre, pour tel point, je vote oui. Et après, tu lis. Oui. Donc, c'est pas un truc qui est nécessaire, du moins, je ne pense pas. La procuration, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Oui, la procuration, voilà le mot. Exactement. Et comment, aujourd'hui, bon, à Russelheim, tu as dit que c'était le Wohnungsverwaltung qui gère les locataires et tout et tout. Aujourd'hui, dans les appartements ou bien les maisons qui sont dans ton environnement là-bas à Stuttgart, comment est-ce que toi, tu choisis un bon locataire ou bien tu le laisses faire? Non, les appartements qui sont ici, je gère moi-même. Du moins, ce n'est qu'à Russelheim qui gère ça. Les appartements qui sont à côté de moi, je gère moi-même. Je pense que le bon locataire, c'est toujours à l'état de la maison. Moi, j'ai les maisons que ma cible, ce sont les gens qui touchent le Hartz-IV et qui sont, à moi, je cherche même souvent les réfugiés. Il y a les maisons où je dis que ici, là, ce n'est que les gens disent certains trucs. Par exemple, où je vis moi-même là. Là, je suis un peu, c'est plus, tu dois travailler, tu dois avoir au moins un salaire depuis 2000 euros. Du moins, il y a des trucs comme ça que je regarde. Voilà, et je regarde aussi ta chauffeur, qu'il n'y a pas de trucs négatifs dans ta chauffeur. Ça, c'est que le truc que je regarde, je ne blague même pas avec. Et la caution aussi, tu dois être capable de me payer les 3 cautions là avant d'avoir les clés et barres. Il n'y a pas un truc que tu vas me virer l'argent. Et donc, du moins, ça dépend toujours où est-ce qu'il y a les maisons que tu achètes, déjà. C'est que tu dois connaître ton client. C'est que ça, ce sont les ratios. Parce que c'est que la maison, ce n'est pas dans un très bon état. C'est pas si je ne veux pas un Allemand qui va rester comme ça là. Il va dire qu'il a suivi un bruit là-bas, que peut-être c'est la souris que je dois envoyer quelqu'un là-bas venir travailler sur ça. Après, dès qu'il veut dire il va m'envoyer la lettre de son avocat. Je ne veux pas le stress. Quand quelqu'un, tu me dis réfugié, c'est généralement les gens, une clientèle, si on peut dire comme ça, qui a souvent des difficultés de paiement. De ton point de vue, quel est l'avantage d'avoir ce genre de clients? Moi, par exemple, j'imagine difficilement avoir un client ou bien un locataire Hartz-IV ou bien qui reçoit le social ou bien qui est réfugié. Hein. Quel est l'avantage de ce genre de... Bon, tout ça dépend d'abord de quel genre de Hartz-IV tu prends. C'est que les gens ont aussi le fantôme sur Hartz-IV. Il y a les Hartz-IV qui peuvent déranger. Mais c'est que même il y a la qualité des maisons d'abord. Tu peux pas prendre une maison, bon, c'est vrai qu'ici, au pays, on va parler sur ça comme la discrimination. Mais c'est qu'il y a des maisons que des gens ils ont pas la difficulté de trouver la maison sur le marché. Donc, ils sont déjà contents même d'avoir une maison, d'avoir quelqu'un qui les donne la maison. Et la plupart du temps, quand ce sont des familles, voilà, ils n'ont pas de stress. Ils savent qu'ils prennent l'argent. La plupart du temps, quand moi je donne la maison, ils signent que directement le job center vire rien dans mon compte. Donc, moi, je n'ai rien à voir avec en ce qui concerne l'argent. Ouais. Mais il faut qu'il me donne, il doit te donner le fallmark pour que j'envoie au job center en disant que l'argent passe directement chez toi. Voilà. Là, tu sais que avec lui, le seul problème avec les gens que tu peux avoir avec le problème, c'est que si c'est qu'il gâte ta maison, tu ne peux rien prendre chez lui parce que
même si tu pars au tribunal, on va pas prendre quelque chose à quelqu'un qui n'a rien. Donc le tribunal va te dire que oui, tu as raison, mais il n'y a rien. Donc c'est ça quoi. Et sur les locataires, vraiment, ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est une erreur qui est commise sur une de mes maisons. Vraiment, il n'y a pas de sentiments sur ça. C'est ça que comprennent des fois les Allemands. Donc si ton critère, c'est que je ne prends pas un gars qui n'a pas tes conditions. Je ne prends pas un noir. Ne prends pas le noir. Même si le noir vient, il pleure n'importe quoi, ne le prends pas. Si ton condition, c'est que je prends seulement les gens qui touchent 5 000 euros. Si quelqu'un vient, il touche 4 500 euros, je dis que tu ne le prends pas. Mais après, j'ai une de mes maisons là, je suis parti comme ça là. Je suis au tribunal avec la femme là. Je l'ai vu comme ça, elle a pleuré, elle est venue comme ça, elle avait ses 4 enfants. Merde. Les gens viennent sur la maison comme ça là, je regarde la femme là comme ça, elle me dit que vraiment, elle ne trouve pas de maison. Si elle pleure. J'ai un peu mis le cœur sur ça, mon frère. Pourtant, il n'y a pas le cœur sur le business là. J'ai donné les clés là à la femme là comme ça. Ok, toi, je te donne ma maison. Bah, tu as les enfants. Elle est venue. Oh, mais je suis avec toute sa famille, man. Et mes parents ont commencé dès qu'elle a eu directement le jour qu'elle a eu les clés. Quelqu'un vient d'avoir comme ça, elle prend ses choses, elle met au couloir, elle laisse là-bas les autres locataires, pas elle s'en fout. Moi, elle commence à appeler comme ça, elle ne prend même plus mon téléphone. Elle crée le désordre là-bas, elle met tous les locataires. Quand elle parle comme ça, quand elle commence à vouloir trop bavarder, elle m'a d'abord bloqué. Je suis maintenant avec l'avocat. Toi, tu connais le pays sinon. Tu parles avec l'avocat, mon frère. D'abord, l'agent qui a su ça, mon frère. D'abord, les procédures. Et le pays ici, il faut que tu comprennes que la loi est en faveur du locataire d'abord. Tout à fait. Voilà. Donc, quand tu parles comme ça, l'avocat envoie sa lettre. Ok, que je te kündigen. Elle reçoit la lettre. Et que si tu as la malchance, elle peut encore voir son avocat. Bon, encore t'as pas que les problèmes ont commencé. Bon, moi, elle a pris la lettre, j'ai quand même eu la chance, elle peut partir voir son avocat. Ça veut dire que les 2 mois qu'elle n'a pas. Et elle n'a pas. On dit ça, rejeter la lettre en disant qu'elle ne sort pas. Pour telle raison, telle raison. Et comme la loi dit, si après avoir reçu la lettre, tu ne dis rien, ça veut dire que tu consens. Tout à fait. Voilà. Oh, le pays, c'est pas comme le pays que tu vas encore partir tirer les choses de la femme, c'est mec dehors. Même pour qu'elle sorte encore, tu dois encore partir au tribunal pour que le juge dise qu'il est d'accord, qu'elle doit sortir. Et maintenant, tu prends le truc des juges, maintenant, tu peux voir ce qu'on appelle le Roy Mouklagon. Pourquoi tu payes encore tout ça? Et maintenant, c'est quand tu vas faire tout ça, qu'il faut espérer maintenant que tu vas me t'apporter plein pour qu'elle te remette ton argent. Mais si tu peux me dire, par exemple, qu'elle n'a pas l'argent. Ça, c'est encore notre combat. Si on dit qu'elle n'a pas l'argent, c'est fini. Waouh. Donc, et tout ça, c'était vraiment. Elle ne remplissait pas mes conditions sur la maison là. Mais c'était vraiment qu'elle a mis le sentiment sur ça. C'était l'indemnité. C'était vraiment l'erreur, avoir mis le sentiment sur ça. En disant que non. C'est ça que tu vois, les Allemands, des fois, ils disent que non, je ne prends pas tes gens de noix. Tu cries que le racisme va te me tuer dans le pays ici. Mais c'est que le père, s'il a perdu son expérience, il ne veut plus vivre ça. Wow. Oui. Et il met tout le monde dans le même panier. C'est vrai que c'est pas bien, mais. Donc, avec la femme, là, comme je disais, je suis maintenant là, on m'a dit qu'elle va me sortir. J'ai pris seulement Dieu qu'elle sort. Parce que le problème, c'est que quand elle reste dans la maison, elle met tout le monde en danger. Oui, c'est ça. Et les gars, ils peuvent dire que nous n'avons pas dormi là. J'ai le droit de couper le loyer de 30%. Oui. Tu vois, maintenant, tu as le problème avec tous les locataires. C'est une maison qui a 7 locataires. Ils vont 7 appartements. Et tout le monde est mal à l'aise là-bas. Oh là là. Donc, c'est le risque vraiment qu'il y a dans le business aussi, dans ce côté, du moins chez le locataire. Tu as le mauvais locataire, les faire sortir chez toi, c'est le problème. C'est compliqué. Je comprends maintenant pourquoi. Je comprends maintenant aujourd'hui pourquoi certains. Ouais, nous sommes noirs et on est assez souvent victimes de ce genre de trucs de locataires, de bailleurs qui ne veulent pas nous de leur maison parce qu'il y a plein de préjugés. Oui. Et avec ton exemple là, je comprends. C'est du fait que la loi protège les locataires. Le bailleur se dit que c'est un risque pour moi si je prends ce gaz et il arrive que. Donc du coup, ça a des difficultés. Donc du coup, il préfère éviter les problèmes à distance, comme on dit. Oui, il préfère éviter les problèmes à distance. C'est-à-dire que quand tu dois knocker, même t'écris là-bas, tu as comme ça, dit qu'il fait ça pas tuer de moi. Pourtant, des fois, c'est même pas ça. Donc, il préfère. Non, moi, du moins, il faut avoir tes critères. C'est tout ce qu'il peut dire à quelqu'un. Il n'a pas justifié. Avant d'acheter, savoir ta qualité de locataire et avoir tes critères. Quelqu'un vient là-bas, même si elle vient avec ses bagages, si elle ne passe pas, tu dis que house. Et il y a tellement de signaux qu'il faut voir. Par exemple, la femme, on avait rendez-vous, elle est d'abord venue en retard. Moi, normalement, quand tu viens en retard, c'est fini. Égal ce que tu racontes là, même si tu as accouché en manque, je ne te donne plus. Tu vois, si tu viens en retard sans me dire avant que j'ai 15 minutes de retard, c'est mort. Mais elle est venue comme ça, je sais pas. Moi, je vois seulement ses enfants, man. Tu vois seulement ses enfants. C'est le bon cœur, comme on dit. Mais compris qu'il n'y a pas ça sur ça, man. Il n'y a pas ça. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Laissez-nous 5 étoiles et abonnez-vous si vous écoutez sur Apple Podcast. Si vous écoutez sur toute autre plateforme, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Ciao, ciao.